Nous sommes en 1986 au Japon. Toujours dans l'ère Showa, l'empereur Hirohito arrive à son apogée. Culturellement et financièrement parlant, le pays est à son plus haut point. Entre leaders sur le marché des dernières technologies, une puissance bancaire ayant remonté une longue remontée économique, et culturellement, le pays est sur le point de démocratiser les mangas et les jeux vidéo. C'est dans ce contexte que sort la même année un triptyque littéraire, la saga Digital Devil Story, écrit par Aya Nishitani, dont le premier opus s'intitule Megami Tensei. Ces trois romans de science-fiction/horreur, qui mêlent récits scolaires, occultes et fin du monde, se mettent bien en valeur dans la mouvance de cette période. En effet, au beau milieu des années 80, le cinéma d'horreur est lui aussi à son point d'orgue, avec l'avènement de la VHS et de l'informatique grand public. On rentre aussi dans une autre période culturelle, celle du mouvement de science-fiction cyberpunk. En 1987 sortira un jeu du même nom sur micro-ordinateur, donnant le point de départ d'une franchise désormais étendue sur plusieurs supports et plusieurs opus, la saga des Shin Megami Tensei, ou Megaten. Petite parenthèse, il faut savoir que la saga de jeux des SMT s'inscrit dans la lignée des JRPG, donc des RPG japonais, mais qui a été presque totalement éclipsée par d'autres grandes licences à succès à la même période, comme les Final Fantasy ou les Dragon Quest. Elle a donc été relayée au second plan, une série qui se passe un peu sous le manteau, plus ésotérique et déviant que les autres. Si vous ajoutez à ça presque aucun export à l'international et quelques rares fansubs trouvés sur le net, la saga des SMT a encore une étiquette de jeu oublié. Bon, cependant, tout n'est pas à perdre car depuis quelques années, il y a eu un regain de popularité, notamment l'année dernière avec la sortie du Shin Megami Tensei 3 et la sortie récente du 5e opus sur Switch. Et notamment, depuis quelques années, la saga des Persona a fait beaucoup parler d'elle, notamment avec le 5e opus. Généralement, on va incarner un protagoniste qui va participer contre son gré à une forme d'apocalypse, de fin du monde. On va y combattre des forces maléfiques, des démons, des anges, tout ça en formant une équipe hétéroclite et selon le jeu et le déroulé, ça va influencer le déroulé de l'histoire. La saga de jeu est fondée avec le temps des récurrences thématiques. C'est la particularité de ces jeux, qui tournent autour de la mythologie, de la théologie, voire même de la démonologie. C'est ce qui les différencie encore aujourd'hui de la plupart des autres JRPG, notamment avec le travail de Kazuma Kaneko, un concept artiste, chara designer et parfois même architect designer, qui a bossé pour la plupart des jeux. Ses traits sont assez particuliers, des traits de visage qui sont très reconnaissables, et son travail sur les démons et le chara design des démons, qui lui aussi est assez mémorable. En 1987, Atlus adapte la nouvelle Digital Devil Story et la sort sur Famicom, intitulée Megami Tensei. Le jeu met en place l'ADN de la saga, à savoir un cadre de fin du monde, des démons, des combats au tour par tour, la possibilité de rallier ces démons et de les invoquer pendant les combats, un nihilisme assez prématuré et une place à l'introspection avec des écritures des personnages souvent ambiguës. Plusieurs jeux Shin Megami Tensei verront le jour dans les années 80-90, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, Shin Megami Tensei Devil Summoner. Tout d'abord, laissez-moi vous parler comment j'ai découvert la série personnellement. C'était en octobre dernier, le soir d'Halloween, et j'avais invité un pote. Il m'avait fait découvrir la série avec Shin Megami Tensei 3, et pour rigoler, il m'avait parlé de cette série qui apparemment adaptait l'un des opus. Je lui ai dit ok, faisons cela. On a pris quelques bières, on s'est assis. Après avoir un peu fouillé les internets pour trouver un cloud qui menait vers un lien assez bizarre, on a lancé la série. Et c'était indescriptible. Non, sérieusement, on a passé presque 3 épisodes à la suite et on n'a absolument rien compris à ce qui nous est arrivé. On regardait ça, complètement aspiré par l'improbable existence de cette série, à la fois fasciné et dégoûté. Il y avait des scènes complètement assez inattendues. On s'est pris le truc en pleine face. Mais bizarrement, on arrivait quand même à comprendre. Alors je vais essayer de vous résumer la série, mais ça va être plutôt compliqué, puisque je n'ai eu que les 2 premiers épisodes avec des sous-titres. Mais bon, le reste, j'ai quand même réussi à comprendre. On y suit l'enquête d'un chasseur de démons, Kyoji, qui bosse dans une agence de détectives privés, et il va commencer à s'intéresser à des meurtres d'adolescents qui prolifèrent en ville, et qui semblent tous liés à son agence. Accompagné de sa collègue Ray, ils vont se rendre compte que derrière ces meurtres se cache de la manipulation institutionnelle, des démons et une secte. Initialement pensé comme une série de 13 épisodes, il s'en suivra d'une seconde saison de 12.
Diffusée sur la chaîne TX Network à une heure tardive, elle sera diffusée d'en octobre 97 jusqu'à mars 98. Réalisée par un certain Asushi Shimizu, je n'ai pas réussi à trouver de photos de lui ni de mention seulement sur quelques sites, donc on va supposer que c'est lui, accompagné des deux acteurs principaux, Soji Masaki dans le rôle de Kyoji et Chiharu Kawai dans le rôle de Rei. On peut même y voir un caméo de Kazuma Kaneko et Koji Okada, respectivement concept artiste et grand designer que je vous ai parlé tout à l'heure, et l'un des fondateurs de la société Atlus. Un détail assez amusant est le fait que lors de la sortie de la série en 1997, cela coïncide aussi avec ce qu'on appelle la décennie perdue au Japon, qui est l'une des plus grandes crises bancaires qui ait existé et qui a vraiment mis à mal le pays. Cela coïncide avec le fait que dans la plupart des jeux SMT, il s'agisse de la fin du monde, ou plutôt de la fin d'un monde, que les jeunes vont subir. Bon, comme on peut le constater, il y a très peu d'infos à ce sujet. Et pour dire, il n'y a que quelques rares copies en DVD ou en VHS sur le marché japonais. On peut tout de même mentionner le fait qu'il existe sur YouTube. Même s'il n'y a pas de sous-titres, eh bien j'arrive à comprendre ce qui se passe. Et pourquoi ? Car oui, je ne comprends toujours pas le japonais, et pourtant j'ai bien aimé cette série. Et je trouve qu'elle a de vraies qualités. Ce qui me plaît dans la série, c'est son atmosphère. Elle est tellement particulière, et même la série est tellement improbable, que tomber dessus et de pouvoir s'y intéresser, je trouve ça hyper fascinant. On s'attend toujours à ce qu'il y ait quelque chose qui nous surprenne. Et pour le coup, c'est assez riche. Ça développe même des idées de mise en scène qui sont vraiment pas idiotes, et ça réussit à raconter quelque chose par l'image. Et c'est assez fou de se rendre compte que ça existe, et que ça pousse à cette curiosité. Tiens, prenons un exemple avec l'épisode 3. On va suivre une femme, et elle va amener un mec obèse dans une salle, et elle va essayer de le manipuler. On ne sait pas encore à ce moment-là qu'elle est possédée en fait. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que toute la mise en scène va nous faire ressentir en fait un gros malaise. Et pour ça, il y a plein d'éléments, par exemple l'éclairage au-dessus de lui, c'est le seul éclairage qui est là. Le mec, il est en train de suer à grosses gouttes, c'est hyper gênant. Il y a beaucoup de plans aussi très rapprochés. Et surtout que par exemple, il n'y a pas de musique. Il y a juste des bruitages en fond. Et donc du coup, ça étire le temps comme ça. Et c'est juste insupportable en fait, parce que ça dure des plombes. Alors, si on ajoute à ça en plus, il y a parfois, il commence à y avoir des palpations. C'est-à-dire la femme, elle va aller vers lui, elle commence à le palper, ça devient sexuel. Et là c'est bon, c'est le pic du malaise. Et là, la scène est complètement surréaliste en fait. Mais du coup, ça a du sens, jusqu'au moment où on découvre en fait par la suite qu'est-ce qui se déroule. Un autre point à ajouter, c'est que la série utilise des caméras numériques. Et à cette époque-là, la caméra numérique, c'est très accessible. Ça rappelle les cadres familiaux. Mais il y a pas mal de réalisateurs, notamment Takeshi Miike, un réalisateur japonais qui a utilisé ça sur certains de ses films, comme La Mélodie du Malheur ou Ichi the Killer. En soi, la série reprend vaguement l'histoire du jeu et préfère s'attarder sur la mise en scène et les personnages. Elle prend pas mal de liberté finalement. Et un autre élément que j'aime beaucoup, c'est le sens du cadrage de la série. Elle prend vraiment parfois le temps d'iconiser ses personnages et d'offrir vraiment un sens du cadre qui est très travaillé. Et ça prouve encore une fois qu'il n'y a pas besoin d'avoir un budget de fou, il suffit d'avoir des idées et de savoir les mettre en application. Il aurait été facile de parler en mal de la série, de souligner les défauts et de prendre ça comme une blague qui est allée trop loin. Mais après l'avoir vu au fil de la vidéo, le bizarre peut amener des choses inattendues et intéressantes. Malgré ses allures de série B de niche, la série se montre plus surprenante que prévu. Elle permet de prendre du recul et de se laisser tenter par des choix incongrus. Mon but n'est pas seulement de vous inciter à aller la voir, mais comment l'étrangeté peut amener à élargir nos horizons culturels. Avec cette série, par exemple, j'ai passé des mois à me renseigner et à découvrir l'histoire des Shin Megami Tensei. Les jeux, les personnages, les artistes derrière la production, et de tout un pan de l'histoire vidéoludique. Si vous voulez approfondir l'histoire des jeux et que vous êtes plutôt à l'aise avec l'anglais, je vous redirige fortement vers la chaîne du youtubeur Marsh. Sa vidéo sur Devil's Summoner m'a beaucoup aidé, et plus largement, il consacre sa chaîne aux jeux et à l'univers des Shin Megami Tensei. C'est vraiment super. En chaîne française, je vous renvoie vers le youtubeur Kuryu, qui a consacré pas mal de vidéos aux Shin Megami Tensei, et plus largement, sa chaîne parle de JRPG, de sagas connues ou pas très connues. Donc vous pouvez aussi aller voir ça, c'est vachement bien. En tout cas, soyez curieux, et n'hésitez pas à explorer des territoires énigmatiques. Même si vous vous perdez, il y aura toujours une porte dérobée dans votre esprit à ouvrir. I'm trying to free your mind, Nia, but I can only show you the door. You're the one that has to walk through it.